Stéphanie Latabdallah, vous êtes-vous intéressée sur une partie bien précise de ce conflit qui fait d'ailleurs partie des revendications des Palestiniens, la libération des prisonniers politiques. Vous êtes intéressée aux prisonniers, une histoire de l'enfermement en Palestine. Pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce sujet précis ? Parce que finalement, c'est un sujet très structurant quand on essaye de comprendre les mécanismes de l'occupation et de la colonisation en Palestine. C'est vraiment quelque chose qui concerne 40% des hommes depuis 1967 en cumulatif. 40% des hommes palestiniens de 1967 à aujourd'hui sont allés en prison. Voilà, donc en fait, ça fait vraiment partie du quotidien. Et en même temps, c'était quelque chose qui était relativement peu étudié, peu connu. Une histoire assez méconnue, mais une histoire absolument centrale pour comprendre comment la prison a été constituée comme une sorte de gouvernement de la population des territoires palestiniens. Et donc, ce livre aborde surtout la détention en Israël, mais aussi à partir de la scission entre le Hamas et le Fatah en 2007, aborde aussi l'incarcération intra-palestinienne. Dans les prisons palestiniennes, cette fois. Dans les prisons palestiniennes. Ouais. Mais toujours l'incarcération politique. Incarcération politique avec des tribunaux militaires, notamment ? Oui, tout à fait, des tribunaux militaires donc, qui jugent les personnes. Et il faut quand même préciser quelque chose d'assez important, c'est qu'ils se présentent comme des tribunaux jugeant les cas relevant de la sécurité. Or, en fait, on se rend compte qu'au fil du temps, ils ont de moins en moins concerné des cas relatifs à la sécurité. Aujourd'hui, seulement 20% des cas qui sont traités dans les tribunaux militaires concernent la sécurité. Et moins de 1% concernent des homicides, par exemple. Donc, ce qui veut dire que tout le reste, c'est une sorte de gestion du quotidien par des tribunaux militaires. Et aujourd'hui, les infractions les plus fréquentes traitées au tribunal militaire en Cisjordanie sont des infractions routières, 50% des cas. Donc des infractions routières qui ont en plus l'avantage d'amener des rétributions financières, puisque souvent ce sont des questions financières qui sont en jeu, et donc permettent aussi aux tribunaux de s'autofinancer, si je puis dire, sur la société palestinienne, et donc d'être plus rentables et de pérenniser leur existence. C'est une enquête ethnographique, on peut le dire, plusieurs années. Vous avez retracé les vécus, comment était vécue la détention qui a marqué de nombreuses familles. Comment est-ce que vous avez procédé ? Écoutez, j'ai travaillé beaucoup par entretien. J'ai fait quasiment 300 entretiens. J'ai aussi passé beaucoup de temps, j'ai vécu dans les territoires pendant 3 ans. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec des familles. Quasiment chaque famille a un détenu, ou a eu un détenu. Donc quelque part, on respire la prison comme on vit dans les territoires. Donc du coup, pour tout ce qui concerne une enquête ethnographique, ça a été aussi par une longue imprégnation et puis par tout un réseau de sociabilité, d'une part. J'ai aussi beaucoup travaillé avec des documents. Donc pour la période plus historique, puisque je remonte à 67, j'ai travaillé sur les archives du Comité international de la Croix-Rouge qui sont ouvertes jusqu'en 75. J'ai travaillé aussi avec toute la documentation à la fois israélienne, palestinienne et internationale qu'on peut trouver, des mémoires de prisonniers. Donc j'ai vraiment varié les sources pour donner une histoire à la fois la plus riche et aussi la plus juste possible. Il y a cette notion de détention suspendue, c'est quoi au juste ? C'est la toile carcérale, c'est-à-dire que c'est pas seulement un emprisonnement, c'est une possibilité d'emprisonner, une virtualité. C'est-à-dire que le dispositif juridique qui est à l'œuvre permet aujourd'hui d'incarcérer quasiment tout le monde, tous les Palestiniens, à partir de l'âge de 12 ans, selon différentes modalités, donc un peu complexes à expliquer ici. Il y a combien de prisonniers aujourd'hui ? 4500. Et du coup, cette suspension, c'est cette idée que vous vivez avec la potentialité d'être arrêté. Ouais. Donc c'est pas seulement le fait, c'est aussi ce gouvernement suspendu par la prison. Ouais. 4500 aujourd'hui, c'est un chiffre plutôt bas par rapport à ce qu'on a connu à d'autres moments. Essentiellement des hommes. Il y a un chapitre sur les femmes tout de même. Oui. Qu'en est-il des femmes ? Ça a changé en 1967 ? Elles ont commencé à être incarcérées en 1967, parce qu'avant, vous savez, en Cisjordanie, il y avait la Jordanie, et la Jordanie n'incarcérait pas les femmes pour des questions politiques, n'incarcérait pas les femmes, alors que ça a changé quand Israël a occupé la Cisjordanie. Donc les femmes, elles ont toujours constitué moins d'une centaine de personnes en détention, donc voilà, à peu près 1 ou 2% des détenus, mais c'est un peu ce qu'on trouve ailleurs dans le monde, les femmes sont toujours beaucoup moins incarcérées. Par contre, elles ont vraiment défendu aussi une identité de militante, de prisonnière pendant toutes ces années qui a été complexe à faire valoir pour elles.
Israël, parce qu'il y avait une sorte de double stigma pour les femmes. Il y a eu d'abord eu l'idée qu'une femme qui allait en prison n'était pas tout à fait une femme respectable. Ça a changé au cours du temps. Maintenant, elles affirment des itinéraires de militantes. Un mot sur les accords d'Oslo, signés en 1993. On se souvient de la poignée de main historique entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas s'agissant de cette question précise des prisonniers? Alors ça a changé au départ, c'est-à-dire que la plupart des prisonniers ont été libérés. Il y en a quand même 300-400 qui sont restés en prison, mais la plupart ont été libérés. Ensuite, la seconde intifada est arrivée, donc les prisons se sont à nouveau remplies. Et ça a changé dans la manière de gérer les prisonniers, si je puis dire, à deux niveaux. Il y a une sorte de nouveau management carcéral qui a été mis en place, qui a tendu à essayer d'isoler les prisonniers. Il faut juste rappeler que dans les années 80, s'est construit le mouvement des prisonniers politiques. C'est une sorte de contre-modèle carcéral, politique, très structuré, avec des cours sur la politique, sur le culturel, etc., qui tenait vraiment les prisonniers et qui permettait des citoyennetés carcérales entre dedans et dehors. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez beaucoup de gens dedans, il ne faut pas que le fait d'être en prison vous empêche de continuer à construire, de vous construire à la fois politiquement, mais aussi individuellement. Et après Oslo, c'est devenu beaucoup plus compliqué, parce que ça a généré des fractures à l'intérieur des partis, tout le monde n'étant pas d'accord avec Oslo, et aussi parce que donc ce mouvement s'est affaibli, il a perdu un peu de marge de négociation par rapport à l'administration des prisons, et donc ça a quand même construit une sorte de délitement quand même de ce mouvement politique, même s'il existe toujours, mais plutôt pour un parti comme le Hamas ou le FPLP, moins pour le Fatah qui est très divisé en prison et à l'extérieur de la prison, comme on l'a vu.